place du Vieux Marché à Rouen. Le musée Jeanne d'Arc va fermer ses portes définitivement. La pucelle d'Orléans. Comment Rouen fut prise par les Anglois. Le roi Charles VII était à la dernière mode. Comment le siège fut mis à Orléans par les Anglois. Une belle photographie de la cathédrale de Rouen figure dans ce musée dont les collections vont être dispersées prochainement. Une belle gravure du début du XXe siècle, comme on les aime. Encore une gravure du siège d'Orléans par les Anglois. Jeanne d'Arc entre à Compiègne. En 2012, on fête le 600e anniversaire de sa naissance à Domrémy. Comment les Anglais furent déconfits au Mans. Toutes les étapes de la vie de Jeanne d'Arc, du 6 janvier 1412, où elle est née à Domrémy, jusqu'au 30 mai 1431, où elle a été brûlée sur la place du Vieux Marché à Rouen. Emblème de la Normandie. Mais ici, on parle également d'une spécialité de Rouen, la faïence. Dès 1545, Macéois Baquenne de Rouen était dit émailleur en terre et fut ainsi le premier grand maître de la faïencerie française. Sens de la visite. Les sceaux au XVe siècle. Rond pour la noblesse et ovale pour le clergé. Tous ces documents anciens seront bientôt vendus aux enchères. Une vitrine sur les compagnons de Jeanne d'Arc. L'Aïr exentraille, leur sceau, la trémouille, le sinistre Gilles de Rais, Richemont, connétable de France, le comte de Dunois, maquette du château de Philippe-Auguste à Rouen. Jeanne d'Arc fut prisonnière dans le donjon. Il a été détruit par les guerres calvinistes en 1596. Jeanne ne savait ni lire ni écrire, mais elle savait signer. Voici la signature de Jeanne d'Arc. C'étaient des moines qui écrivaient ces lettres.
Monument érigé sur le lieu du supplice de Jeanne d'Arc, détruit en 1756. Il fut remplacé par celui-ci, mais je crois qu'il a été détruit pendant les bombardements de la guerre de 1940. L'arrivée à Rouen de Jeanne. L'arrivée à la prison. L'abjuration à Saint-Ouen. La marche au supplice. Le bûcher. Le jet des cendres dans la Seine. Maquette de Rouen au Moyen-Âge. Le bûcher. L'église Saint-Sauveur n'existe plus. Les publications sur Jeanne d'Arc sont nombreuses et variées. Publication en allemand, La jeune fille d'Orléans. En espagnol. En japonais. En anglais. Et voici de la bimbeloterie digne des marchands du temple. Pierre Cochon. Son tombeau se trouve dans la cathédrale de Lisieux. Charles VII, ici en couleur. Sa maîtresse, Agnès Sorel, qui mourut au Mesnil-sous-Juniège. La femme du roi, Marie d'Anjou. Le sceau royal. Isabeau de Bavière, femme de Charles VI et mère de Charles VII. Henri V d'Angleterre et de France.
Le duc de Bedford, régent de France pendant la minorité de Henri VI. Il fut vaincu par Jeanne d'Arc. Vie de Jeanne d'Arc d'Anatole France. Que d'ouvrages sur Jeanne d'Arc. Superbe gravure de l'hôtel de Bourtroude à Rouen. Le rôle de Jeanne d'Arc interprété par Sainte Thérèse de Lisieux. L'armure de Jeanne d'Arc. La fameuse cotte de maille. Elle disait d'ailleurs, il n'y a que cette cotte de maille qui maille. Le musée Jeanne d'Arc vous souhaite la bienvenue. Au XIVe et XVe siècle, la France et l'Angleterre sont en lutte. C'est la guerre de Cent Ans. La misère est générale. En Occident, parfois la famine ou la peste. En France, coupée par moitié, c'est la guerre entre Armagnac et Bourguignon alliés aux Anglais. Tout manque. Les hommes, les ressources, la volonté même de résister. Le dauphin Charles VII s'est réfugié à Bourges. Il songe à fuir à l'étranger. Amis visiteurs, écoutez l'histoire merveilleuse et tragique de Jeanne d'Arc, qui naquit le 6 janvier 1412, jour de l'Épiphanie, à Domrémy, petit village de Lorraine qui relevait de la couronne de France. Sa maison natale et l'église où elle fut baptisée, reproduites ici, sont toujours visibles à Domrémy. Jeanne était une petite paysanne comme les autres, très pieuse, faisant volontiers tout ce qu'il fallait faire près de ses parents Jacques d'Arc et Isabelle Romée. C'est à l'âge de 13 ans, un jour d'été, à l'heure de midi, qu'elle entend pour la première fois des voix inconnues. Elle a d'abord grande peur, puis les apparitions se renouvelant, elle éprouve volonté d'y croire. Enfin, elle accepte en pleine confiance la mission d'aller au secours du roi, tant il y a grande pitié au royaume de France. Elle garde son secret pendant plus de 3 ans. Les Anglais toutefois font de rapides progrès. Alors elle prend sa décision. Dieu l'assistera. Elle ira au secours du roi de France. Jeanne doit aller soigner une parente à Vaucouleurs. Elle essaie de convaincre son oncle Durand Laxart de la conduire au sire de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, pour lui demander une escorte et l'aider à porter secours au dauphin. Une première tentative se termine par ce conseil. T'Agnès est folle, reconduis-la à son père qui lui donne une paire de gifles. C'est seulement au 3e essai, après une nouvelle défaite à Orléans que Jeanne avait prédite, que le sire de Baudricourt dira « Eh bien qu'elle parte ». Elle a 17 ans. Aussitôt, les habitants de Vaucouleurs se cotisent pour lui procurer des habits d'homme et son oncle la prépare pour la guerre en lui coupant les cheveux avec des forces, instruments qui servaient à tondre les moutons. Sur la table, un résigné que l'on utilisait pour s'éclairer. Le jeune personnage est un cousin de Jeanne, Jean Le Fumeux, qui témoignera au procès de réhabilitation 25 ans après la mort de Jeanne.
février 1429, une escorte de 6 personnes est prête. On a donné à Jeanne un cheval. Le sire de Baudricourt a donné une épée, car le pays est infesté de bandes ennemies. Appelée à vivre dans les camps, elle a adopté la tenue des camps. Et son frère Pierre décide de l'accompagner jusqu'à Chinon, où se trouve le dauphin. Elle dit adieu à tous les habitants qui pleurent. « Dieu vous garde !» lui crie-t-on. Au sire de Baudricourt, elle dit « Adieu, messire !» Il répond « Allez, et advienne que pourra !» Elle sort par la petite voûte de la porte de France, disant adieu à tout ce qu'elle a aimé, en route pour sa mission, en route vers son destin. Puis les apparitions se renouvelant, elles trouvent volant. Chinon est loin, le voyage est périlleux, on marche la nuit, on se cache le jour, le temps est gris, le ciel noir, et la bourrasque souffle. Le 12e jour, Jeanne et ses compagnons arrivent à Chinon. La veille, du village de Sainte-Catherine de Fierbois, elle a envoyé une lettre au roi lui disant « J'ai fait avec succès 150 lieues pour venir à votre secours. Je sais beaucoup de bonnes choses pour vous, et je vous reconnaîtrai entre tous les autres. » Le roi Charles VII décide de la recevoir et de la mettre à l'épreuve. On fera jouer au comte de Clermont, somptueusement habillé, le rôle du roi. Au milieu des regards curieux, Jeanne, vêtue de ses habits de route, avance, le regard assuré. Elle écarte les empressés et va tout droit tomber à genoux devant celui qui se dérobait et qui maintenant se trouble. « Dieu vous donne bonne vie, gentil dauphin. » Elle parle, elle dit sa mission, son plan d'action, la nécessité d'agir vite. Dieu vous demande que vous m'aidiez à faire lever le siège devant Orléans. Et prenant le roi à part, elle lui précise, de la part de Monseigneur, tu es vrai héritier de France et fils de roi. Le roi rayonne. Le Parlement et l'Université de Paris, repliés à Poitiers, décident que le roi peut accepter ses services. Le peuple se déclare en sa faveur, l'enthousiasme est général, tous reprennent confiance et veulent se battre sous les ordres de Jeanne. La Hire, Saint-Traille et la Crémaille. L'armée se regroupe, quitte Blois avec un convoi pour ravitailler la ville d'Orléans assiégée. Elle n'a pas encore 18 ans. Elle est devenue Jeanne la Pucelle, la Vierge, comme l'appelleront ses contemporains. Après avoir réussi à faire entrer dans Orléans le premier convoi de vivres depuis des mois, Jeanne fait une entrée triomphale, le soir même du 29 avril 1429. Les habitants se sentent réconfortés et comme désassiégés. Mais les Anglais sont bien fortifiés dans des bastilles tout autour de la ville. Le fort des Tourelles est le plus important. Orléans est le dernier obstacle qui les empêche d'envahir le sud de la France. Dunois, qui commande l'armée royale regroupée, mène une attaque dès son arrivée sur la Bastille Saint-Loup. La bataille tourne au désavantage des Français. Revenant, Jeanne décide, vite, mes armes, mon cheval. Elle prend son étendard et dirige les combats et mène rapidement les guerriers du roi à la victoire. La nuit, elle fait placer des bombardes autour des Bastilles. Le 6 mai, c'est le couvent des Augustins où les Anglais se sont réfugiés qui est repris. Le 7 mai, c'est l'assaut donné contre les Tourelles, dernier refuge des Anglais. Jeanne y est blessée par une flèche à l'épaule, mais
Prenant son étendard, signe de ralliement, elle galvanise et entraîne ses troupes. En avant, tout est vôtre, tout est à vous. Sous cette nouvelle impulsion, la place tombe rapidement. Glansdale, commandant du fort, entraîné par le poids de son armure, tombe dans le fleuve et se noie, ainsi que beaucoup d'autres. C'est la déroute. La joie éclate, les Anglais partent vaincus après 7 mois de siège. Nous sommes le 8 mai 1429, date que les Orléanais célèbrent chaque année. Prise des tourelles à Orléans, œuvre du musée Grévin. Pour Jeanne, il n'y a qu'un objectif. Faire sacrer le roi à Reims. Il faut donc nettoyer la route du sacre. C'est alors les victoires de Jargeau, Meun, Beaugency et Patay. C'est l'entrée de l'armée royale en terre bourguignonne. Troyes, Châlons capitulent. Et Charles VII arrive à Reims le 16 juillet 1429. Dès le lendemain dimanche, il reçoit dans la cathédrale l'onction qui fait les rois. Jean Thirois, aujourd'hui est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je délivre Orléans et vous amène en cette cité de Reims recevoir votre sacre en montrant que vous êtes vrai roi et celui auquel le royaume doit appartenir. Telles sont les paroles que le chroniqueur anonyme du siège d'Orléans place dans la bouche de Jeanne après la grande cérémonie où il était juste que son étendard soit à l'honneur, après avoir été à la peine. Charles VII, devenu roi de France, bénéficie de tout le prestige de la royauté retrouvée. Les villes s'ouvrent d'elles-mêmes sur son passage. Mais c'est aussi le moment où cesse l'élan magnifique qui, 3 mois durant, a galvanisé l'armée et derrière elle, la majorité du peuple de France. C'est la politique des trêves royales où le roi donne des lettres d'anoblissement à Jeanne, mais refuse les vivres et l'argent pour entretenir son armée. C'est l'époque où apparaît le mieux le caractère même de ce roi, tout en repli, hésitant, timoré, et pourtant jaloux de son autorité. Jeanne continue de guerroyer dans l'île de France. C'est autour de Compiègne, qui a refusé de se rendre au duc de Bourgogne, que se joue la partie décisive. Revenue rejoindre ses bons amis de Compiègne au petit matin, elle tente le jour même une sortie, et c'est le 23 mai 1430, vers 6 heures du soir, qu'elle est faite prisonnière. Jeanne d'Arc faite prisonnière. Un épisode que j'ignorais. Jeanne d'Arc a tenté de s'évader. Après avoir confectionné une corde de linge. Tombée aux mains de Jean de Luxembourg, Jeanne attend que son sort soit réglé, d'abord au château de Beaulieu, en Vermandois, puis au château de Beaurevoir, près de Saint-Quentin. Remise aux Anglais contre 10 000 livres tournois, Jeanne est transférée à Rouen, capitale de l'occupation anglaise, où elle arrive le 23 décembre 1430. Et le 9 janvier 1431 s'ouvre son procès, sous la présidence de l'évêque Pierre Cochon, chassé de son diocèse de Beauvais par les habitants, et complètement à la solde des Anglais. L'accusation d'hérésie entretient une habile confusion entre procès politique et procès religieux, mais la condamnation est décidée dès le début du procès. Cela ne fait aucun doute. Jeanne se défend avec vigueur et humour. Dieu est-il les Anglais?
De l'amour ou de la haine, je n'en sais rien, mais je sais bien qu'ils seront chassés de France avant 7 ans. Saint-Michel était-il nu lorsqu'il vous apparut? Croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir? On la menace de la torture. On la soumet à l'examen de sa virginité le 24 mai 1431, en séance publique, au cimetière Saint-Ouen, a lieu l'abjuration, c'est-à-dire la reconnaissance de ses prétendues fautes et erreurs. Elle signera d'une croix l'acte, bien qu'elle sache parfaitement signer Johanne. Signez donc. Voulez-vous mourir aujourd'hui? Lui crie-t-on dans la foule. Qu'une femme porte l'habit d'homme était considéré comme une faute grave à cette époque. Vous savez bien que cet habit m'est défendu, dira Jeanne, mais obligée de se couvrir devant ses geôliers, elle doit reprendre ce qu'elle a sous la main, des habits d'homme. Le lendemain matin, 2 juges et 7 assesseurs viennent constater le délit. Elle était retombée dans l'hérésie, elle était relapse et devait, de ce fait, être livrée à la justice. Le mercredi 30 mai 1431, ordre lui est donné de comparaître au vieux marché le jour même. À Pierre Cochon, elle dira « Évêque, je meurs par vous ». Restée seule avec son confesseur, Martin l'Advenu, elle communie. On la débarrasse de ses fers. On lui fait revêtir une longue robe de femme. On couvre sa tête d'une mitre sur laquelle on écrit « Hérétique, apostate, relapse, idolâtre », les motifs de sa condamnation. À 8 heures, elle prend place dans la charrette qui l'amène au vieux marché, à travers les rues de Rouen gardées par de nombreux soldats. Rouen, Rouen, j'ai grand peur que tu n'aies à souffrir de ma mort. Et ça fait marcher le commerce maintenant. Abandonnée par l'Église à la justice, condamnée à être brûlée vive au vieux marché de Rouen, lieu de toutes les exécutions. C'est vers 9 heures du matin que le bourreau Geoffroy Thierache met le feu au bûcher qui a été construit assez haut pour que les assistants puissent voir et confirmer la mort de Jeanne. Elle demande une croix, un soldat en fabrique une avec 2 morceaux de bois, puis quelqu'un va chercher la croix de l'église Saint-Sauveur à côté. Son confesseur la tiendra devant Jeanne jusqu'à ses derniers mots. Jésus. Jésus. C'était le mercredi 30 mai 1431. Elle n'avait pas 20 ans. Malgré l'huile, le soufre et le charbon appliqués contre les entrailles et le cœur, il n'avait pas été possible de les consumer. Avec les cendres, ils furent jetés dans la Seine, car il fallait éviter que l'on en fasse des reliques. Nous sommes perdus. Nous avons brûlé une sainte, dira un Anglais. Et Charles Péguy dira plus tard qu'elle avait eu le plus grand cimetière du monde. Chaque année, pour les fêtes commémoratives, on jette des fleurs à la Seine. En délivrant le pays, en réconciliant entre eux les Français, Jeanne avait inventé la patrie. Une certaine France était née. Cette héroïne, cette moderne sainte, cette jeune fille qui mena la vie d'un homme de guerre et qui, l'espace d'une année, retourna le cours des événements, apparaît de nos jours comme la figure de paix par excellence. Son nom fait l'unanimité et le monde entier, aujourd'hui, lui rend hommage. Le bourreau jette les cendres de Jeanne d'Arc dans la Seine. Buste de l'actrice Falconetti, qui tint le rôle de Jeanne d'Arc dans le film La Passion de Jeanne d'Arc.
Utilisation de l'image de Jeanne d'Arc pendant la Première Guerre mondiale. Jeanne d'Arc peinte par Ingres. Le sacre de Charles VII à la cathédrale de Reims. L'entrée de Jeanne d'Arc à Orléans. Différents portraits de Jeanne. Célébré, même en anglais. La vie de Jeanne d'Arc est à présent terminée. Mais ne quittons pas la ville de Rouen, lieu de sa dernière demeure, sans parler de 3 Rouennais illustres. Le premier dans le temps, et par la renommée, se trouve assis à une table, une plume à la main. Peut-être est-il en train d'écrire le Cid, Horace ou Cinna. Il s'agit de Pierre Corneille, né à Rouen, à 50 mètres d'ici, le 6 juin 1606. Faisons un saut dans le temps et passons du XVIIe au XVIIIe. François-Adrien Boieldieu, dans le fond à gauche, fut un grand compositeur de musique qui fit ses études à l'endroit même où Jeanne d'Arc fut réhabilitée. Parmi ses œuvres, citons pour mémoire La Dame Blanche et surtout un concerto pour harpe, ce qui est très rare dans l'histoire de la musique. Faisons un nouveau saut dans le temps avec Gustave Flaubert, reconnaissable à sa moustache et à son habit 19e. Il naquit à l'Hôtel-Dieu où son père était médecin-chef. Le musée Flaubert se trouve du reste à l'Hôtel-Dieu. Flaubert restera pour nous l'auteur de Bouvard et Pécuchet, Madame Bovary et Salammbô. Aspect de la place du Vieux Marché de Rouen avant l'inauguration de l'église Sainte-Jeanne d'Arc en 1977. Utilisation de l'image de Jeanne à des fins publicitaires. Le bouquet Charles VII en camembert. Gravure de Rouen au commencement du XVIIIe siècle. L'île Lacroix et la côte Sainte-Catherine. Rouen en 1620, vue depuis la côte Sainte-Catherine. Rouen vers la fin du XIXe siècle. Giscard vient à Rouen pour inaugurer la nouvelle place du Vieux Marché, avec la nouvelle église.
Nombreuses assiettes célébrant Jeanne d'Arc. Un peu kitsch. Jeanne d'Arc au cinéma. Ingrid Bergman. Sandrine Bonner. Jean Seberg. Jeanne d'Arc en bande dessinée, les imageries d'Épinal. Il n'y avait pas de bulle, il y avait un texte sous les images. Comme pour Bécassine. Les armes de la ville de Compiègne où Jeanne fut capturée par les Anglais.